Bon ben, bonjour tout le monde. Je pense que c'est le temps de commencer notre session sur le cohabiter avec le navettage. Donc, je me présente, Thierry Rodon, titulaire de la chaire sur le développement durable du Nord et professeur de sciences politiques. Donc, dans cette session, c'est en fait, on va vous présenter les travaux qui ont été faits conjointement entre plusieurs partenaires. Il faut dire que c'est un projet qui émerge vraiment du milieu. Là, c'est le regroupement des femmes de la Côte-Nord qui nous a approchés en disant que justement dans le milieu de la Côte-Nord, il y avait beaucoup de questionnements sur le navettage aéroporté ou ce qu'on appelle le fly-in, fly-out. Il faut savoir que de plus en plus dans les mines au Québec, on utilise cette façon de gérer le personnel plutôt que de construire des villes comme on l'avait fait du temps de Shefferville ou de Gagnon ou même de Fermont. Maintenant, on fait venir des travailleurs qui viennent en général d'autres du sud, au sens très large, et qui viennent travailler sur la mine sur des horaires d'une semaine, 2 semaines, etc. et retournent chez eux. Bon, évidemment, ça change beaucoup la relation des communautés locales avec ces mineurs-là. Et donc, c'était un petit peu dans ce cadre-là que ce projet a été monté. Donc, en fait, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment les plusieurs étapes de ce projet, parce que ça a commencé comme un projet sur la Côte-Nord, avec le mouvement des femmes de la Côte-Nord, mais ça s'est étendu finalement à la BTB, avec Francis Lévesque qui a accepté de collaborer au projet et qui a mené une recherche similaire en Abitibi pour ensuite le faire aussi dans la région de la Jamésie, de la baie James, avec le comité de la condition féminine qui aussi a mené une étude similaire. Et tout ça a été financé en fait par la Société du Plan Nord en grande partie et la chaire de développement durable du Nord qui a financé en fait les recherches là-dessus. Et à la fin, donc, ça permet aussi de produire, et ça va être notre dernière présentation de Caroline Tranguet qui va nous présenter finalement le guide de navettage qui a été fait par par MU pour un guide d'accompagnement pour les travailleurs et les familles pour les aider à mieux cohabiter, en fait, pour autant qu'on puisse cohabiter avec le navettage. C'est ça. J'ai oublié de mentionner, oui, c'est Jeannie Tremblay qui va nous présenter en fait la partie de l'étude qui est sur la baie James et Aude Terrien qui va nous présenter l'étude qui a été faite sur la Côte-Nord, mais aussi une étude qu'on est en train de faire pour essayer de mesurer un peu le navettage. Les flux de navettage en fait entre les différentes régions du Québec. Voilà. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Aude Terrien qui va nous présenter cette première recherche donc sur cartographier le navettage aéroporté du Québec. Bonjour, donc comme Thierry vous l'a dit, ma présentation va être en 2 temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats de l'étude qu'on a menée en 2019 avec le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Donc, c'est ça, donc, dont le rapport a été déposé en 2019. Puis ensuite, je vais essayer de vous dresser un petit peu plus un portrait, d'où le titre de ma présentation, un petit peu plus un portrait quantitatif du phénomène dans le Québec nordique, donc vraiment au nord du 49e parallèle, au niveau du nombre de travailleurs impliqués et d'où de la région de provenance. Donc, étant donné que la présentation est quand même assez rapide, 15 minutes, je vais vraiment dresser les principaux points de notre enquête menée sur la Côte-Nord, ce qui va aussi permettre une comparaison avec les autres régions, les autres études qui ont été menées à Val-d'Or et en Jamésie. Donc, on a mené plusieurs groupes de discussion sur la Côte-Nord dans 9 communautés, en fait. Autant des communautés qu'on peut dire que de départ, donc d'où partent les travailleurs, que des communautés d'accueil, c'est-à-dire ou de travail, des communautés où vont les travailleurs naveteurs pour travailler. Dans ces communautés-là, on a autant interrogé des conjointes, donc qui vivent avec des travailleurs qui font du navetage, que des naveteurs eux-mêmes, des naveteuses, des travailleurs autochtones, mais aussi des représentants municipaux, des représentants d'organismes communautaires et des employés de services sociaux. Donc, on essaie vraiment de dresser un portrait un peu complet, là, si on peut dire, des différents acteurs impliqués qui pouvaient voir des impacts sur du navetage dans leur communauté et autant bon, dans différentes communautés et dans différentes régions de la Côte-Nord. Les grilles de discussion et les grilles d'entrevue qu'on a
qu'on a élaborés pour ce projet-là ont ensuite été partagés avec Francis Lévesque qui parlera plus tôt et avec le Comité Conditions féminines des jeunes pour avoir vraiment justement des études qui sont comparables au niveau des résultats. Donc, au niveau des conjointes, un des principaux éléments des principaux impacts qu'on a pu relever, c'est vraiment au niveau de l'adaptation constante. Donc, le navettage à reporter amène vraiment les conjointes à devoir s'adapter constamment au départ puis au retour du conjoint, tant au niveau de la charge domestique qu'au niveau du travail, de la routine aussi au niveau des enfants et aussi de leur vie sociale. Ça amène aussi pour les conjointes du stress et de l'anxiété puisqu'elles sont souvent seules s'il arrive quelque chose. Donc, dans tous les aléas de la vie qui peut arriver, s'il y a une maladie, un décès, quelque chose à l'école ou à la maison, le conjoint n'est pas nécessairement là, ne peut pas descendre rapidement pour venir les aider. Et donc, en ce sens-là, la famille et les amis deviennent vraiment un support qui est important et qui va un peu pallier au fait que le conjoint est souvent parti. Aussi, on a noté un certain risque de dépendance économique puisque quelques conjointes nous ont aussi mentionné qu'elles avaient dû refuser, par exemple, certaines carrières ou certains avancements professionnels ou avaient même refusé des emplois afin de pouvoir justement passer plus de temps à la maison et s'occuper des différentes tâches ménagères et au niveau des enfants et de la famille. Et donc, ça peut créer une certaine dépendance économique face aux conjoints. Au niveau des communautés de travail, on a noté donc les communautés où vont les naveteurs pour travailler. On a noté plusieurs impacts. Je ne vous ferai pas un tour exhaustif, mais mettons les principaux éléments qu'on a notés. Dans les communautés de travail, on a une certaine baisse démographique due au fait que justement les naveteurs n'ont plus à résider dans la communauté de travail pour y exercer leur métier, donc peuvent migrer vers les centres urbains ou d'autres régions du Québec. Aussi, les communautés de travail ont peu de retombées économiques du navetage puisque justement les travailleurs sont dans la communauté simplement pour y travailler, sont logés, souvent nourris et donc vont dépenser leurs revenus davantage dans la communauté source ou les communautés où ils résident. Ceci amène aussi une diminution de la cohésion sociale, beaucoup. Donc, les travailleurs n'ont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des liens avec la communauté où ils travaillent, puisque justement, ils sont simplement là pour effectuer leur emploi, ont peu de temps libre et ne veulent pas donc nécessairement s'intégrer à la communauté ou n'ont pas le temps. Certains veulent, mais n'ont pas nécessairement le temps. Et au niveau des résidents, bien, justement, ils ont peu de contact avec avec les naveteurs et donc, ils voient aussi peu de retombées économiques et il y a donc souvent une diminution de la cohésion sociale, il y a des frictions qui se créent. Au niveau plutôt de la gouvernance, on a noté aussi une augmentation de la pression sur les infrastructures et les services. On peut penser à l'utilisation des routes, mais on peut aussi penser à l'utilisation des services de santé, des services sociaux, qui sont aussi utilisés par les naveteurs lors de leur corps de travail. Or, cette utilisation des services-là n'est pas tout le temps compensée par une augmentation des revenus municipaux. Aussi, ça amène une planification régionale qui est plus difficile, telle qu'elle a été notée par certains intervenants, parce qu'en fait, les naveteurs, de par nature, sont une main-d'œuvre qui est très mobile, qui peut travailler dans une ville ou dans l'autre. Et donc, selon les stratégies d'embauche de la minière, le nombre de travailleurs dans la communauté peut changer rapidement. Et donc, pour la municipalité, c'est très difficile de planifier à l'avance quel va être son nombre de résidents, quel va être le nombre de naveteurs et donc les besoins au niveau des services communautaires. Au niveau des communautés sources, les principaux impacts notés, bien sûr, donc les communautés où, comme on disait, les travailleurs résident, on parle d'impacts économiques qui sont plutôt positifs puisque justement les travailleurs vont y dépenser leurs revenus qu'ils ont gagnés. Toutefois, ça amène, on a noté souvent une pénurie de main-d'œuvre par les acteurs rencontrés parce que justement la main-d'œuvre qui est qualifiée va être tenté d'aller vers les emplois qui miniers, qui ont des meilleures conditions de travail, conditions salariales, et les petites moyennes entreprises, les OBNL, ne peuvent pas concurrencer avec ces conditions de travail-là. Et donc, ça amène une certaine pénurie de main-d'œuvre.
En parallèle, on voit aussi une augmentation des inégalités dans les communautés, parce que justement, on arrive avec des résidents qui gagnent beaucoup moins que les travailleurs miniers. Ça amène aussi un certain changement dans l'implication communautaire. Les naveteurs étant souvent absents la moitié du temps, n'ont pas nécessairement la volonté autant de s'impliquer dans la communauté ou n'ont pas nécessairement le temps de le faire. Et leurs conjointes, bien qu'étant tout le temps présentes, ont beaucoup de tâches à assumer lors du départ du conjoint et donc n'ont pas nécessairement la disponibilité pour s'impliquer. Certaines avaient toutefois noté que justement, étant donné qu'elles étaient seules à la maison lors du départ du conjoint, il y avait encore plus finalement le désir de s'impliquer puisque justement, elles avaient besoin de ces liens sociaux-là. Mais donc, c'est vraiment un changement dans l'implication communautaire qu'on a. Notre rapport qui a été déposé en 2019 a aussi fait place à plusieurs recommandations. Je ne vous ferai pas la liste ici exhaustive puisque beaucoup ont été intégrés finalement dans le guide d'accompagnement que Caroline va vous parler plus tard. Mais je vais plutôt m'attarder au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on avait un peu recommandé. Au niveau de la recherche, on avait parlé beaucoup d'effectuer d'autres recherches complémentaires dans d'autres régions du Québec. Ces besoins-là ont été justement un peu comblés par les recherches qui ont été menées en Gamésie et à Val-d'Or, où on a pu voir justement les particularités des régions par rapport à leur impact et aussi qu'on a pu voir aussi que les impacts étaient souvent similaires d'une région à l'autre. Toutefois, il reste encore un besoin qui est quand même important au niveau des communautés autochtones, qui n'a pas été couvert nécessairement encore par nos recherches, c'est-à-dire l'impact, s'il y avait des impacts particuliers au niveau des communautés autochtones. Aussi, on a toujours un besoin de quantifier le navetage et ses impacts, non seulement au niveau du nombre de personnes impliquées, on n'a pas encore, c'était très difficile d'avoir un nombre réel de personnes impliquées, et aussi au niveau du coût et des retombées économiques que le phénomène engendre. Un peu pour pallier à ce besoin-là, la Chambre a donc décidé d'essayer de cartographier le navetage au Québec nordique. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on s'est vraiment intéressé aux mines qui étaient en production au nord du 49e parallèle. Donc, on n'a pas regardé les mines qui étaient en développement ou en projet d'exploration, mais on a vraiment regardé les projets miniers au nord et qui étaient en développement. Et pour ce faire, on est allé chercher c'était quoi les points d'embarquement et de débarquement des entreprises minières, mais on a aussi regardé les cartes de suivi des vols. Donc, on a pu réaliser cette carte et bien sûr aussi un parallèle. La carte a été réalisée en 2019, donc pré-pandémie. On sait qu'il y a pu y avoir donc des impacts, bien sûr, de la pandémie sur les points d'embarquement et de débarquement, mais aussi on sait que depuis 2019, certaines mines ont changé peut-être leur stratégie d'embauche, donc c'est pas nécessairement, il peut y avoir eu quelques changements. Toutefois, ce qu'on note qui est intéressant, c'est quand même que on voit certains points ou centres urbains régionaux qui sont importants, des sources importantes de navetage et qui fournissent des travailleurs à plusieurs mines du Québec nordique. Donc, on voit Montréal et Québec qui se démarquent, mais aussi Saguenay, Sept-Îles, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Toutefois, un des points de cette carte-là qu'on voulait approfondir, c'est qu'on ne sait pas, on voit bien, bon, la diversité des régions couvertes par le navetage, mais on ne voit pas nécessairement le nombre de travailleurs impliqués. Puis, on ne peut pas distinguer non plus entre les naveteurs qui travaillent pour la mine et les naveteurs qui travaillent pour des sous-traitants. Et donc, on a décidé un peu plus d'aller quantifier le phénomène dans un deuxième temps en sélectionnant des entreprises minières afin de connaître le nombre et le lieu d'origine de leurs naveteurs. Donc, on a pu avoir une liste de codes postaux pour les différentes mines situées au nord du 49e parallèle. Ça nous a permis donc d'avoir un portrait des travailleurs directement à l'embauche de la mine, et c'est quand même un important, on n'est pas allé chercher les données pour les sous-traitants. On sait qu'il y a plusieurs sous-traitants qui travaillent pour les mines, et donc c'est sûr que c'est un portrait qui risque d'être totalement différent si on avait les données des sous-traitants, puisque les besoins au niveau de l'embauche, au niveau de travailleurs qualifiés sont très différents. Si on pense aux services alimentaires, qui sont souvent donnés à des sous-traitants qui n'ont pas les mêmes besoins au niveau de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi, ils n'ont pas nécessairement à répondre aux mêmes normes que les entreprises minières. Et donc, au niveau vraiment minier, ce qu'on a pu voir, bon, ce n'est pas nécessairement un grand...
un grand étonnement, mais on a pu voir, bon, bien sûr que les mines au Québec nordique fonctionnent exclusivement par le navettage. Donc, on parle de main-d'œuvre qui 96 à 100 provient du navetage aéroporté. Sauf à l'exception d'ArcelorMittal, qui compte encore une main-d'œuvre qui est très importante, qui est formée de résidents qui résident donc dans la ville de Fermont, la ville minière de Fermont. On a également essayé de comparer le pourcentage qui vivait dans les communautés autochtones versus le pourcentage d'employés autochtones qui travaillent à la mine, donc qui peuvent vivre dans une communauté ou dans un centre urbain. Puis on voit que ces données-là, que les pourcentages d'employés des communautés autochtones est toujours quand même beaucoup moindre que le pourcentage d'employés autochtones fournis par la mine. Et donc, on voit que finalement, il y a peu encore d'employés qui proviennent de la communauté autochtone même, située proche de la ville. On a aussi réussi à dresser donc, un portrait de la provenance au niveau quantitatif des naveteurs, là, toutes mines confondues au nord du Québec. Puis on a pu voir bon, que l'Abitibi-Témiscamingue tire vraiment bien son épingle du jeu avec 21 des travailleurs qui proviennent de cette région-là. Mais aussi, on a pu voir que la capitale nationale et Montréal, qui sont les deux centres urbains principaux du Québec, ne sont pas les principaux bénéficiaires finalement du navetage aéroporté, ne sont pas ceux qui fournissent le plus grand nombre de travailleurs, malgré un grand bassin de population. Aussi au niveau de la proportion de travailleurs, naveteurs et résidents inclus, qui travaillent dans leur région d'origine. Donc, on a voulu voir combien de ces naveteurs-là et de ces travailleurs-là, peu importe leur région d'origine, travaillent dans la même région d'où ils proviennent. Donc, la Côte-Nord, un peu aussi beaucoup à cause d'ArcelorMittal, entre autres, compte pour 62 des travailleurs, c'est-à-dire 62 des travailleurs qui proviennent de la même région où ils travaillent présentement. Toutefois, au nord du Québec, le portrait est assez différent. Et Oichi B. James compte pour 26 des travailleurs qui travaillent dans leur région d'origine, qu'ils fassent du navetage ou non. Nunavik, on parle de 11 seulement, donc 90 à peu près des travailleurs qui proviennent de l'extérieur de la région. Donc, la main-d'œuvre locale est encore quand même faible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir de cela? Les communautés de travail accueillent encore peu de travailleurs résidents. Mais les régions ressources, que ce soit l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay, la Côte-Nord, fournissent encore la plus grande part des travailleurs aéroportés. Inversement, les grands centres urbains de la province ne sont pas les principaux bénéficiaires du navetage, que sont Montréal et Québec. Ce qui pointe vraiment vers l'importance de la formation et de la main-d'œuvre spécialisée pour répondre aux besoins des entreprises minières telles quelles. Donc, vraiment, une des raisons pour laquelle l'Abitibi-Témiscamingue tire bien son épingle du jeu, c'est vraiment avec sa formation et son grand bassin de main-d'œuvre spécialisée. Et bien sûr, le nombre d'employés autochtones reste toujours faible, que ce soit avec le navetage ou avec les travailleurs résidents. Donc, voilà. C'est vraiment une présentation rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Aude pour ce portrait. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on gardera les questions pour la fin, puis on essaiera donc, en espérant avoir assez de temps pour y répondre. Donc, on va passer à notre deuxième présentation, qui est donc la présentation de Francis Lévesque, professeur à l'École d'études autochtones de l'UQAT, qui va nous proposer, en fait, nous présenter la recherche qui a été faite, la recherche équivalente à celle qui a été faite sur la Côte-Nord, donc en Abitibi-Témiscamingue. Francis? Oui, je voulais juste savoir, est-ce que vous voyez mon PowerPoint ou mes notes Word? J'ai deux écrans, je pense que j'ai partagé le bon. Mais... Ouais, c'est le bon, c'est le bon. OK. D'abord, moi, j'ai beaucoup de questions pour Aude à la fin. Si jamais on a un peu de temps, au pire, on discutera Aude ensemble parce qu'il y a toute la portion Agnico Eagle puis des travailleurs qui viennent. Bref, on pourra en reparler. Donc, c'est ça, Francis Lévesque, je suis professeur à l'École d'études autochtones de l'UQAT. Il y a plusieurs années, j'ai été le premier coordonnateur de la chaire de recherche sur le développement durable du nord de Thierry. Je vais vous présenter brièvement aujourd'hui un projet effectué en partenariat donc avec la chaire, avec Thierry, avec Aude, mais aussi avec Sylvie Estigny du regroupement des femmes de la Côte-Nord. Donc, le projet fait un partenariat avec eux. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce projet-là, c'était pour documenter les effets du navettage aéroporté sur une communauté, principalement une communauté de départ, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui portent sur les communautés ou sur les communautés qui subissent les impacts, donc qui accueillent des travailleurs. Mais je m'interrogeais un peu, moi, sur ma propre communauté, d'où partent des centaines de travailleurs à chaque semaine.
Je tiens d'abord, avant de présenter les résultats, à dire que ce n'est pas un projet qui se veut exhaustif. C'était vraiment un point de départ pour réfléchir à la question. C'est vraiment pas un point d'arrivée. Tout reste à faire. Okay? Tout ce que je fais présentement, c'est présenter certaines pistes de réflexion. Je ne vous embêterai pas. Donc, vous avez vu, ça a changé là, de diapo. C'est correct. Okay. Je ne vous embêterai pas trop longtemps avec la méthodologie, mais je tiens quand même à vous présenter brièvement ce que nous avons fait. Danny Barry, qui était alors étudiant à la maîtrise, maintenant au doctorat, et moi-même. Pour répondre aux objectifs du projet, on a opté pour une méthodologie similaire à celle utilisée par la chaire et par le regroupement. Aude vous le disait tout à l'heure, on a utilisé le même questionnaire. On a fait, bien sûr, une revue de littérature. On a rencontré 14 personnes, 9 femmes, 5 hommes, de tous les horizons, des acteurs du milieu dans la ville, des conjoints, des travailleurs, des travailleuses. Et 2 des travailleurs étaient autochtones. On les a rencontrés lors de 2 groupes focus, dont un auquel Aude a participé, et lors d'entrevues individuelles aussi. Quelques informations sur l'Abitibi avant de poursuivre, pour bien vous situer. Donc, Val-d'Or, c'est une petite ville de 34 000 habitants environ qui est située dans la MRC de la Vallée de l'Or, qui a 45 000 habitants, en Abitibi-Témiscamingue, qui a 148-149 000 habitants. La ville de Val-d'Or a été constituée en 1937 pour répondre aux besoins de l'industrie minière, parce que comme son nom l'indique, il y a beaucoup de mines d'or encore aujourd'hui. En fait, la ville est placée sur des galeries de minières. L'économie locale a toujours été tributaire de l'industrie minière. Comme vous le voyez ici, en 2017, en Abitibi, il y avait 7 mines en opération, 2 concentrateurs, une fonderie, Horn, dont vous avez très certainement entendu parler, environ 3 800 emplois, ce qui représentait 23 % des emplois miniers de la province, un salaire moyen des emplois miniers d'environ 108 000 c'était des retombées de 409 millions en salaire versés par l'industrie minière locale en 2017 pour l'Abitibi. Et la région vient au deuxième rang pour la valeur de la livraison minérale avec 2,26 milliards, donc ce qui représente à peu près 24 % de la valeur québécoise. La région numéro 1 étant le nord du Québec, qui est une région dans laquelle, comme vous l'avez vu avec Aude, travaillent aussi beaucoup de gars de la région. Le revenu moyen des habitants était en 2017 beaucoup plus élevé en Abitibi que partout ailleurs. Le revenu moyen en Abitibi est de 58 000 environ, alors qu'il est de 42 000 au Québec. Par contre, les écarts hommes-femmes sont beaucoup plus importants ici en Abitibi qu'ailleurs au Québec. Les hommes font ici en moyenne 72 000 et les femmes font 40 000, alors que dans la province, c'est 49-36. Donc, l'écart ici est beaucoup plus important. Malgré ça, le niveau d'éducation en Abitibi est beaucoup moins important. On note un taux de diplomation postsecondaire moins élevé d'environ 7 % que celui des Québécois dans leur ensemble. En Abitibi, il y a seulement 10 % des hommes qui ont un diplôme universitaire. Par contre, le tiers a un diplôme d'études professionnelles et il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui ont un diplôme universitaire et on le voit, nous, dans notre clientèle à l'université. Je vais vous présenter les résultats en 4 catégories qui représentent ça très... vous allez voir, je vais répéter beaucoup des choses qu'Aude a dites déjà, ce qui est normal, ce qui veut dire qu'on est tous sur la bonne voie. Les 2 premiers résultats que vous avez ici, c'est vraiment des résultats qui présentent un lien de cause à effet direct avec le navettage aéroporté parce qu'ils se concentrent sur les expériences personnelles des travailleuses et travailleurs, sur celles de leurs conjoints, de leurs conjointes. Puis vous allez voir, c'est très comparable à ce que Aude a dit. Par contre, les 2 autres, le numéro 3 et 4, les résultats ne peuvent être attribués uniquement au navettage. Parce qu'ils sont peut-être liés à d'autres facteurs, à l'économie régionale, à des facteurs personnels qui échappent à cette enquête-là, mais je voulais les présenter d'abord parce qu'ils sont assez intéressants et ils font aussi partie intégrante du discours local sur les effets du navettage. Donc, allons aux conditions de travail d'abord. Je ne vous surprendrai pas beaucoup en vous disant que l'avantage principal du navettage, mentionné par tous les participants, c'est le fait que les conditions de travail sont excellentes. Les travailleurs, leurs conjoints, apprécient les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, assez en fait pour que des employés locaux, donc de la région, préfèrent faire du navettage que de travailler localement dans les mines locales. Ce qui a un impact parce qu'on doit faire venir des travailleurs de Montréal pour travailler dans les mines locales. Il y a un camp de travail à Kennedy-Malartic qui est à 20 km, un peu moins de 20 km de Val-d'Or. Donc, c'est assez étonnant. On est comme une région un peu brillante. On reçoit des travailleurs, mais on en envoie ailleurs aussi. Les 2 employés autochtones avec qui on a discuté ont dit apprécier beaucoup la souplesse de ce type de travail-là qui leur permet de passer beaucoup de temps sur le territoire. Cependant, il y a des désavantages.
L'éloignement de la famille, bien sûr, les déplacements constants, ça revient vite, là, à toutes les 2, 3 semaines, de repartir continuellement. La solitude, à la fois d'être loin de sa famille et de se sentir seul, mais aussi le fait de ne jamais pouvoir être seul durant ses quarts de travail. Il y a une travailleuse qui disait à cet effet-là, et je cite, c'est pas pour tout le monde, il faut aimer être dans le monde, il faut aimer, mais il ne faut pas être ennuyeux non plus. Il y a aussi une division ethnique et linguistique parmi les groupes, et ce sont les 2 employés autochtones qui ont soulevé cette question-là, pas les autres. Ça, je trouvais ça assez intéressant. En fait, eux autres, ils déploraient le fait que les différents groupes, donc les anglophones, les francophones et les autochtones, ne soient jamais ensemble, sauf lors d'activités spéciales, qu'ils apprécient beaucoup, soit dit en passant. Tous les participants ont mentionné que, si on parle de vie de couple et de famille maintenant, tous les participants ont mentionné que leur vie de couple, leur vie de famille était entièrement modulée par le navettage aéroporté, pour le meilleur et pour le pire. D'abord, la majorité des participants aiment le fait que les travailleurs passent beaucoup de temps à la maison, puis les travailleurs apprécient le fait d'avoir du temps pour eux-mêmes. Cependant, ça vient avec des contraintes. La personne qui demeure à la maison a le fardeau de tout faire elle-même. Généralement, ce sont les femmes. Les femmes mettent aussi en place, généralement, ce qu'elles nous racontaient, des routines qui sont bouleversées lorsque leur conjoint va bien. Ceux-ci peuvent aussi manquer des occasions spéciales comme des anniversaires. Tout ça, donc, ça peut créer certaines tensions. Malgré ça, il y a une participante qui travaille à l'aéroport qui notait que lorsque les travailleuses et les travailleurs atterrissent, leurs familles sont soulagées et sont vraiment contentes de les voir. Mais elle disait, et je cite encore, si les enfants et les conjointes sont fébriles, les gars sont brûlés au retour de leur chiffre, la dynamique n'est pas toujours évidente. C'est comme si ce n'était pas tous les gars qui avaient le goût de revenir. Je ferme la parenthèse. Pas la parenthèse, le guillemot. Parmi les effets, il faut aussi noter que plusieurs estiment que le travail mène les travailleurs à surconsommer des stupéfiants ou de l'alcool, qui favorise les infidélités. Tout le monde a des histoires d'infidélité, mais c'est jamais par rapport à eux, c'est toujours par rapport aux autres. Ça, c'est aussi c'est assez intéressant. Et autre effet important, beaucoup de conjoints ont dit que ça freinait leur carrière parce que comme ils sont seuls à la maison la moitié du temps, ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses vraiment. Donc, ça demeure assez difficile sur la vie de famille. Pour moi, les résultats les plus intéressants, puis c'est un peu ça que je voulais un peu comprendre un peu mieux en faisant cette étude-là, c'est aussi peut-être ceux qui se démarquent un peu, quoique j'ai réalisé qu'Aude en parlait aussi, ce sont les impacts sur la communauté de Val-d'Or, puis principalement sur l'implication dans la communauté. Selon les participants qu'on a rencontrés, le navettage a des effets sur le tissu social de la ville parce que les travailleurs qui font du navettage ne s'impliquent à peu près pas dans le milieu communautaire. Et leurs conjointes non plus parce qu'ils n'ont pas le temps. Ce qui fait, par exemple, qu'il y a peu de ces gens-là qui vont agir à titre d'entraîneur pour les jeunes dans les sports, qu'il y en a peu qui s'impliquent dans les organisations communautaires, qu'il y en a assez peu qui font du bénévolat. Et on note aussi une diminution importante de l'implication dans les clubs sociaux. Ça, on en a parlé beaucoup, mais je me demande si c'est juste dû au navettage. C'est peut-être aussi un changement de mode. Pour compenser ces absences-là importantes, donc pour la vie de la communauté, la ville doit compenser en s'assurant d'offrir tout un ensemble de services qui n'existent pas ailleurs dans des villes de même taille. Par exemple, on a un truc ici qui s'appelle la forêt récréative, je n'en parlerai pas trop longtemps, mais qui est super intéressant. Il y a aussi beaucoup de sentiers de motoneige et de 4 roues qui sont entretenus. La ville va financer aussi beaucoup les organismes communautaires, je pense. En tout cas, moi, ça m'a toujours surpris depuis que je suis ici. Et les compagnies minières prennent aussi le relais. Par exemple, récemment, il y a une maison de transition pour gens de la rue qui est en construction présentement, qui a été financée presque entièrement, pas entièrement, mais presque entièrement par les compagnies minières. Le navettage exerce aussi une pression importante sur le milieu de l'éducation. Il y a peu de gens qui sont portés à faire des études supérieures parce que les salaires avec une technique sont vraiment super hauts. Je me suis fait dire par une personne qui travaille à l'UQAT, c'est un peu cynique, mais c'est ça quand même la réalité de la région. Pourquoi faire 4 ans d'université en travail social pour travailler à 20$ de l'heure quand les jeunes peuvent faire une technique en forage puis faire 120 000$ par année? L'effet sur l'économie, il est à la fois positif et négatif. Bien sûr, le navettage est payant. Il fait donc augmenter le revenu des ménages. Par le fait même, les travailleurs consomment beaucoup localement. Donc, tous ceux qui vont travailler, oui, on a parlé de Raglan, mais chez nous, il y a beaucoup de gens d'Agnico Eagle qui vont travailler à Meadowbanks ou à Meliadine, dans l'ouest du Nunavut.
Ces gens-là consomment énormément. On retrouve de nombreux concessionnaires de véhicules motorisés, motoneige, bateaux, tout le kit. Notre anecdote, notre Canadian Tire local est le deuxième plus grand au Canada. Notre démographie ne justifie pas ça du tout, mais bon, c'est en partie dû au navettage, en partie dû aussi au fait qu'on est un point central pour les communautés autochtones du nord du Québec. Les agences de voyage locales faisaient aussi d'excellentes affaires avant la COVID. J'imagine que c'est un petit peu plus difficile pour le moment. Tout ça, ça favorise le développement économique de la ville, ça contribue à sa santé financière, ce qui fait qu'elle peut ensuite investir dans des infrastructures publiques. Néanmoins, tout ça, c'est pas rose parce que la ville vivait avant le COVID et vit encore jusqu'à un certain point une pénurie de main-d'œuvre vraiment importante. Les gens préfèrent faire du navettage que de travailler dans les commerces locaux pour des salaires moindres, ce qui fait que tout est fermé la fin de semaine, par exemple, ce qui peut être un peu compliqué parfois. Le navettage a aussi des impacts sur le travail des conjoints qui préfèrent souvent moduler leur horaire de travail avec celui de leur conjoint, ce qui entraîne des difficultés pour les commerces locaux, mais aussi pour le centre de santé, puis même pour les écoles. Il y a plusieurs conjoints qui préfèrent, par exemple, ne jamais obtenir leur permanence et demeurer à temps partiel pour travailler en même temps que leur conjoint, puis être libre en même temps que leur conjoint. L'économie locale dépend aussi presque entièrement de l'économie minière. En même temps, le fait que plusieurs citoyens de la ville acceptent de se déplacer et de travailler à l'extérieur encourage la ville qui se dit que même si l'activité locale diminuait, il y aurait toujours des citoyens de la ville qui iraient travailler à l'extérieur et qui reviendraient vivre à Val-d'Or. Donc ça les encourage un peu. Enfin, dernier point, le navettage met beaucoup de pression sur l'économie locale. Le fait que les salaires soient super élevés entraîne une hausse des coûts de plusieurs choses, notamment des loyers qui sont extrêmement élevés. Et en plus, tout ça, c'est jumelé à une pénurie de logements réelle qui est vraiment, vraiment très importante. Puis on estime que la ville aurait besoin, pour le moment, d'environ 1200 logements supplémentaires. Quelques conclusions vite. Donc, il reste beaucoup de travail à faire, comme je le disais au départ. On commence à peine à comprendre les effets du navettage sur la ville. Il serait intéressant, pour mieux les comprendre, de fouiller un peu plus 4 pistes de recherche potentielles. Donc, mieux comprendre les effets, d'abord, mieux comprendre les effets du navettage sur les familles et les couples de Val-d'Or, parce qu'on en sait pas mal de manière générale, mais ça serait fun de savoir sur la ville de Val-d'Or exactement, pour qu'on puisse mieux adapter les services. Deuxième point, mesurer les effets du navettage aéroporté sur l'économie locale et régionale. Il faut mesurer les retombées du navettage, le coût réel pour la ville et la communauté, de même que les bénéfices, parce que pour le moment, on ne sait rien. On n'en a aucune idée. Autant en nombre de travailleurs qu'en nombre de salaires, on ne sait pas exactement c'est quoi les retombées. Il faut aussi comprendre les effets du navettage aéroporté sur le tissu communautaire de la ville. Qui sont les organismes qui en bénéficient? Quels sont les organismes qui n'en bénéficient pas? Il faudrait réfléchir à la participation citoyenne pour mettre sur pied un modèle qui va favoriser en fait, ce type de travail-là et qui va être bénéfique aussi pour la ville. Et enfin, comprendre, et ça, c'est la grande question que la ville se pose, comprendre ce qui amène les travailleurs à résider à Val-d'Or, parce que l'avion qui part de Val-d'Or, il arrête à Rouen, puis avant, il était parti de Mirabel. Puis là, pour de vrai, à la ville, on se demande pourquoi il n'habite pas à Mirabel. Pourquoi le monde il habite à Val-d'Or? Pourquoi il n'habite pas à Rouen ou à Mirabel? Donc, la ville se questionne beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui amène les travailleurs à résider ici? Donc, ça, c'est une des grandes questions sur laquelle on pourrait travailler. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir le rapport qu'on a déposé à ce sujet-là. Il est sur le site de la chaire. C'est un rapport qui a été déposé à la mi-mars, alors que la planète avait d'autres choses dans la tête, avait la tête ailleurs, ce qui fait qu'il est passé un peu dans le vide, mais il existe et il est là. Puis je veux terminer en remerciant la chaire, mais aussi la FUCAP, la fondation de l'UQAP, qui a financé ce projet-là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci Francis pour ces pistes de réflexion. En effet, il y a encore beaucoup à apprendre, notamment sur l'économie, là, c'est assez complexe, et aussi sur les migrations de travailleurs, parce que ça aussi, c'est un phénomène qu'on voit, là, mais qu'on ne mesure pas beaucoup et qui n'est pas toujours facile à comprendre. En effet. Donc, on va passer à notre prochaine présentation de Janie Tremblay, qui est chargée de projet de recherche au comité conditions féminines BEJEMS et qui a mené une étude similaire, toujours financée dans ce cas-là aussi par le SPN, sur les effets du navettage en Gamésie. Janie, la parole est à vous. Oui, bonjour. Moi, ma présentation était préenregistrée. J'imagine qu'on va la diffuser maintenant.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va Oui, me répondre. je pense que quelqu'un s'en occupe. Bonjour à vous. Oui, Il ça m'a fait marche. plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude exploratoire portant sur les impacts du navettage sur les travailleurs et les travailleuses, leurs familles et les communautés de la Jamaisie. Mon nom est Janie Tremblay. J'étais chargée de projet pour ce projet-là pour le Comité Conditions féminines Baie James. Puis l'étude a été terminée en juin 2020. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte et les objectifs du projet, définition, méthodologie de la collecte de données, un bref portrait du navettage en Jamaisie, les impacts du navettage sur les travailleurs, les travailleuses, leurs familles, les communautés de travail et les communautés sources, les communautés de travail, les communautés sources, puis on va terminer avec quelques recommandations. Le navettage, c'est une pratique courante dans le nord du Québec pour l'exploitation des ressources naturelles. Pour ce qui est de la Jamaisie plus particulièrement, c'est un phénomène qui est en expansion. Par contre, il y a peu de données qui existent sur les conséquences sociales qui en découlent. Notre recherche fait suite à la recherche que Haut-Terrien vient de nous présenter. C'est suite à ça que le Comité Conditions féminines Baie James a décidé de mener cette présente recherche. Nous avons la chance d'avoir eu du soutien de la chaire de recherche sur le développement durable du nord de l'Université Laval là, pour mener notre recherche. On souhaitait donc avoir des données représentatives de la Jamaisie afin d'émettre des recommandations et d'en réduire ultimement les impacts. Donc, les objectifs étaient de recenser les impacts économiques, de gouvernance, mais surtout les impacts sociaux sur les deux grandes catégories d'acteurs que sont les travailleurs, travailleuses et leurs familles, ainsi que les communautés d'accueil et d'origine des navetteurs. Une attention particulière a été accordée aux femmes en tant que conjointes, puis en tant que navetteuses, étant donné qu'elles sont confrontées à des enjeux spécifiques. De plus, par rapport à la définition du navettage, nous avons utilisé la même que celle utilisée pour la Côte-Nord. Par contre, nous, on inclut également le navettage en voiture, aussi connu sous le terme de driving drive-out. Par rapport au territoire de la Jamaisie, c'est un territoire équivalent à une MRC située dans la partie sud de la région nord du Québec, qui comprend Chapet, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, ainsi qu'une municipalité appelée Gouvernement régional des Baie James, qui comprend les localités de Radisson, Val-Canton et Villebois. Par contre, il faut faire attention pour ne pas confondre avec le territoire équivalent appelé Eyuchi. Ce territoire-là regroupe les communautés cri, puis il fait partie d'une administration séparée de la Jamaisie. On peut donc dire que la Jamaisie, c'est un peu comme le territoire non autochtone de la Baie James. Par rapport à la méthodologie de la collecte de données, nous avons réalisé 27 entrevues téléphoniques et 10 groupes de discussion pour un total de 88 personnes consultées. Nous avons consulté des conjointes de navetteurs qui étaient spécifiquement des femmes, étant donné que ce sont plus particulièrement des femmes qui occupent ce rôle dans le contexte du navettage québécois. Nous avons consulté des travailleurs, travailleuses navetteurs, des résidents des communautés d'accueil, des élus, responsables de services de garde, représentants d'organismes sociaux et communautaires, puis des représentants des principales entreprises embauchant des personnes qui pratiquent le navettage. Par rapport au portrait du navettage en Jamaisie, pour les communautés d'origine, en fait, l'ensemble des municipalités de la Jamaisie, mis à part la localité de Radisson, sont des communautés d'origine, même si, selon le recensement de 2016, il n'y avait pas de navetteurs en partance de Matagami. Nous avons été en mesure d'en identifier dans le cadre de cette recherche, donc on peut considérer que c'est aussi une communauté d'origine. Par contre, on peut supposer qu'il n'y en a pas beaucoup. Selon le recensement de 2016, il y aurait 555 personnes qui exerceraient le navettage à partir de ces communautés-là. Ces gens-là partent le plus souvent en avion sur des sites miniers dans le nord de la province ou du pays. Puis il y en a d'autres qui exercent le navettage en voiture dans des entreprises forestières, minières, situées dans la région même ou dans les régions des alentours. Par rapport aux communautés de travail, l'ensemble des municipalités de la Jamaisie sont des communautés de travail, donc qui accueillent des navetteurs. Selon le recensement de 2016, il y aurait 1480 personnes qui exerceraient du navettage en Jamaisie. Par contre, il faut être prudent parce que ces données-là sont appelées à changer rapidement là, en fonction de l'ouverture et la fermeture d'entreprises.
Les gens pratiquent le navettage en avion et en voiture dans des entreprises minières, forestières et hydroélectriques situées en périphérie des municipalités. Puis ils proviennent de la région même du nord du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la capitale nationale. Maintenant, je vais vous présenter brièvement là, les impacts pour l'ensemble des intervenants là, au niveau des travailleurs-travailleuses. C'est un résumé des impacts. On n'aura pas le temps de les aborder en totalité, mais on va y aller sommairement. Donc, par rapport aux impacts positifs, c'est sûr que le salaire fait partie des principales motivations pour les travailleurs pour exercer ce mode de travail-là. Pour certains, notamment ceux qui n'ont pas de jeunes enfants à la maison et qui ont une longue période de congé, c'est vraiment un mode de vie qui est vécu de manière positive, puisque ça leur donne beaucoup de temps libre pour leurs loisirs. Pour ceux que leur période de congé est bien organisée ou qui ont des amis qui ont le même type d'horaire qu'eux, ça peut même améliorer leur vie sociale. Puis, il y en a même qui jugent que la distance peut être bénéfique là, pour le couple. Par contre, au niveau des impacts négatifs, même si la plupart des gens ont la possibilité de revenir à la maison s'il y a des problèmes, ça peut être complexe de le faire, étant donné la disponibilité des vols ou encore la distance à parcourir là, en voiture. Donc, la plupart vont décider de rester sur leur lieu de travail s'il arrive un problème, puis ils vont tenter de gérer ça à distance. Ceux qui ont une charge familiale à la maison, le congé peut être vécu de manière non bénéfique. Là. Ça peut devenir même un peu plus lourd de revenir à la maison là, que la période de travail. Puis aussi, la vie sociale peut être difficile à maintenir à long terme pour différentes raisons, notamment le fait qu'ils n'ont pas les mêmes horaires que la plupart des gens ou encore qu'ils vont souhaiter rester avec leur famille, donc, ou encore que c'est difficile de s'inscrire à des activités récurrentes. Donc, ça peut créer un isolement là, à long terme. Pour la vie de couple, on nous a parlé de beaucoup de séparation ou même des cas de violence et de jalousie, là, étant donné la distance. Puis, les longues journées de travail et les déplacements pendant de longues périodes, là, ça peut mener aussi à du stress, de la fatigue et de l'épuisement. Puis, on nous a également parlé, certains intervenants ont dit avoir constaté une certaine culture de consommation de drogue sur les lieux de travail, notamment dans le milieu des mines, puis également de consommation de drogue et d'alcool à la maison. Puis enfin, pour les femmes qui ont de jeunes enfants, ben, c'est pratiquement impossible pour elles de continuer de navetter si le conjoint n'est pas beaucoup impliqué, puisqu'elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants, il n'y a pas de garderie sur leur lieu de travail. Donc, la plupart décident d'arrêter le navettage lorsqu'elles ont des enfants, puis ils vont continuer lorsque les enfants sont plus vieux. Puis, il y a une femme qui a dit avoir, selon elle, le navettage a retardé la conception d'un enfant parce que, étant donné qu'elle était souvent partie. Par rapport aux conjointes, encore là, pour certaines, ce mode de vie-là est vécu vraiment positivement. Pour d'autres, c'est plus difficile. Les facteurs là, qui influencent, c'est surtout le fait d'avoir des enfants, le type d'occupation. Est-ce que la femme elle est retraitée? Est-ce qu'elle est travailleur autonome? Celles qui avaient la possibilité de moduler leurs horaires en fonction de leur horaire de leur conjoint, pour elles, c'était vécu de manière plus positive puisque ça leur donnait beaucoup de temps là, pour leurs loisirs, notamment. Il y en a qui partent souvent en vacances ou en voyage durant l'année. Mais celles qui ont de jeunes enfants, qui travaillent et se retrouvent avec la charge familiale là, durant l'absence du conjoint. Donc, pour elles, surtout aussi si elles ont peu de soutien, ça peut être vécu de manière vraiment plus négative. Par rapport aux impacts positifs, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils appréciaient le fait d'avoir leur liberté quand le conjoint est absent, là, donc ça leur donne du temps pour faire ce qu'elles veulent vraiment là, sans se sentir coupables.
puis même au niveau professionnel, là, de pouvoir s'impliquer davantage dans leur carrière. Pour d'autres, ça peut créer de l'isolement parce qu'elles sont seules pour s'occuper des enfants, donc c'est plus difficile de maintenir leur activité sociale. Ou encore, il y en a d'autres qui ne souhaitent pas sortir si elles ne sont pas accompagnées. Donc, dans certains cas, ça peut créer de la solitude et de l'isolement. Ça peut leur restreindre aussi au niveau de leur implication professionnelle, étant donné justement la charge familiale. Là, elles ne peuvent pas donner autant de disponibilité à leur travail, ou il y en a même qui ont dit avoir changé de travail pour avoir un horaire de travail plus adapté à la garderie, là, étant donné qu'elles sont seules pour s'occuper des enfants. Donc, cette charge familiale-là peut causer du stress et même mener à des dépressions dans certains cas. Au niveau des enfants, le navettage, notamment des pères, qui c'est plus souvent le cas, peut causer une certaine instabilité dans la routine entre le fait que le papa, parfois, il est là, parfois, il est absent, puis puisqu'il y en a plusieurs qui disaient garder leurs enfants avec eux durant leur période de congé, ça peut créer aussi une instabilité là, au niveau de la garderie. Aussi, ça peut être plus difficile d'appliquer la discipline avec les enfants, là, puis ça peut mener une mésentente dans le couple, puisque la femme est habituée de s'occuper des enfants seule, puis quand le mari revient, ça bouleverse la routine. Les présences et les absences du père peuvent avoir aussi des incidences sur l'humeur et le comportement des enfants. Puis il y a même quelqu'un qui a relevé avoir constaté là, une dépression chez son enfant là, lorsqu'il a commencé à faire du navettage. Puis par rapport à l'impact positif qui a été le plus pertinent, là, c'était que il y a plusieurs pères qui disaient s'impliquer beaucoup durant leur période de congé. Puis ça leur donnait beaucoup de temps de qualité là, avec leurs enfants. Là. Donc, pour eux, c'était vraiment positif. Au niveau des impacts, autant sur les communautés de travail que les communautés sources, nous avons constaté que le navettage pouvait mener à l'exode des résidents. Autant dans les communautés de travail, il y a certains résidents qui décident de continuer de navetter, d'aller vivre peut-être dans des camps là, forestiers ou puis d'aller vivre dans une autre région. Donc, il y a des gens qui vont quitter leur région. Puis, dans les communautés sources, ça peut créer aussi de l'exode parce que la desserte aérienne leur permet d'aller habiter n'importe où, ce que c'est possible de prendre un avion. Aussi, la présence des grandes entreprises dans les communautés de travail, puis la possibilité de navetter pour les communautés sources, ça crée des difficultés de recrutement pour les entreprises locales. Puis par rapport à tous ces défis-là, les élus nous ont dit se sentir isolés, impuissants, puis incompris par les autres paliers gouvernementaux et par l'industrie. Au niveau des impacts, particulièrement sur les communautés de travail, les résidents, les gens nous ont dit que les navetteurs étaient peu impliqués socialement et économiquement. Ils vont dépenser peu dans les communautés, là, mis à part les dépanneurs, les épiceries, les bars ou pour les hébergements. Dans certains cas, les résidents sont moins bien acceptés. Dans d'autres, ils sont bien acceptés, donc c'est partagé. On nous a aussi dit avoir constaté que les navetteurs pouvaient introduire de la drogue là, dans les communautés. Donc, quand ils arrivent pour travailler, ils pourraient fournir de la drogue là, aux résidents. Leur présence peut aussi amener une rareté puis une augmentation du prix du logement, puisque des maisons qui étaient avant disponibles pour des familles sont converties en maisons de chambre là, pour les navetteurs. Puis lorsqu'il y a comme des booms économiques aussi, ça amène beaucoup de navetteurs, donc ça amène une augmentation du prix du logement. Puis, par rapport à... maintenant, nous allons passer aux communautés sources. Il reste peu de temps. Les communautés sources, c'est sûr que le fait qu'il y a beaucoup de résidents qui quittent leur communauté pour leur
leur salaire élevé amène des inégalités sociales aussi au sein des communautés. Puis le fait que certains navetteurs gardent leurs enfants à la maison, puis que les CPE sont financés en fonction du taux de présence, ça peut amener des coupures à ce niveau-là. Par contre, certaines familles décident de s'installer dans les communautés, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même certaines. Puis aussi, leur salaire élevé peut améliorer leur qualité de vie, puis aussi favoriser l'économie locale puisqu'ils dépensent leur salaire. Enfin, au niveau des recommandations, nous avons pu on a pu en recenser beaucoup de stratégies de recommandation, mais pour y aller de façon succincte, on recommande d'implanter des mesures de contrôle de consommation de drogue, autant sur les lieux de travail que dans les communautés, de mobiliser les organismes du milieu et les entreprises afin de mieux soutenir les navetteurs et leurs familles, de quantifier ces impacts quant au nombre de personnes, puis réaliser quant au nombre de personnes impliquées, ainsi que la réalisation d'une analyse coût-bénéfice, puis d'approfondir les stratégies à mettre en place pour les communautés par une recension des pratiques prometteuses et une consultation spécifique à ce sujet, puis enfin de former un groupe de travail avec les acteurs du milieu pour la mise en place d'un plan d'action. Je vous remercie pour votre écoute et puis le rapport sera disponible sous peu sur le site Internet du Comité Conditions féminines des James. Merci, Janie. C'est intéressant de voir d'ailleurs la différence des impacts du navettage, en tout cas au moins dans les perceptions des gens qui ont été interrogés entre justement la BTB et la Jamaisie. Mais on voit évidemment que la structure urbaine de la Jamaisie n'est pas du tout la même et la capacité de bénéficier du navettage n'est pas du tout la même. Puis en plus, c'est surtout une terre d'accueil du navettage plutôt qu'une source. On va passer à la dernière présentation, qui est celle de Caroline Tanguay, qui va nous présenter en fait le guide d'accompagnement à l'attention des collectivités de la Côte-Nord. Donc, qui est vraiment un guide qui est à la fois destiné aux familles, mais aussi, ça j'ai oublié de le mentionner, mais aussi au gouvernement et aux collectivités pour essayer d'améliorer ou de diminuer les impacts négatifs du navettage, qui on peut voir selon les régions varient, mais qui sont toujours présents là. Fait que, Caroline, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je vais prendre la même précaution que Francis en m'assurant que vous voyez le bon écran. Moi, j'ai moi aussi des notes sur un des deux, donc c'est le bon écran qui est affiché. Merci. C'est le bon écran, oui. Bon, ben merci pour la confirmation. Donc, ça a été évoqué là, à différents moments des présentations à des personnes qui m'ont précédé. Ce que je vous propose, c'est un survol de la démarche d'élaboration et aussi du contenu d'un guide d'accompagnement à l'attention des collectivités, des entreprises de la Côte-Nord qui a été élaboré là, à la suite, puis en lien direct finalement avec l'étude Cohabiter avec le navettage aéroporté qui a été réalisée, l'expérience de femmes et des communautés de la Côte-Nord à l'initiative du regroupement des femmes de la Côte-Nord avec la collaboration de la chaire et bon, avec le soutien aussi de partenaires que Thierry a bien présenté là, en mots d'ouverture. Peut-être une chose importante aussi sur la démarche d'élaboration du guide qui a été mise en place, mentionner l'importance des collaborateurs qui ont pris part. Donc, ni plus ni moins, là, le guide visait à opérationnaliser, si vous me passez l'expression, les recommandations qui étaient issues de l'étude, mais de pouvoir aussi les ancrer dans un contexte, puis dans un savoir basé sur l'expérience d'une série de collaborateurs représentatifs de différents milieux, donc notamment l'entreprise, donc la grande entreprise utilisatrice là, du navettage, le milieu municipal, les syndicats, le milieu communautaire, aussi les fournisseurs de services à la population, puis des représentants également là, des ministères et organismes gouvernementaux qui sont impliqués dans le phénomène. Je précise aussi, ça a été dit en introduction, mais moi, je suis l'humble porte-parole, si vous me permettez, là, de ce travail-là. Mais voilà, je tiens à souligner là, à quel point c'est un travail de collaboration important qui a permis d'aboutir au guide qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, le plan des prochaines minutes, là, au menu, d'abord un petit coup d'œil sur le contexte du navettage sur la Côte-Nord, les raisons pour lesquelles le guide a été élaboré. Sans entrer dans une méthodologie compliquée, je vous donne un aperçu aussi de l'approche de conception du guide.
Je vous amène faire un survol aussi des éléments clés du guide. Donc, c'est les éléments du contenu là, qui sont peut-être les principaux faits saillants à retenir. Puis, en conclusion, là, je vous partagerai quelques perspectives sur la diffusion et la mise en application des bonnes pratiques qui sont inscrites à l'intérieur de ce guide-là. Donc, pour ce qui est du contexte, ça a été abondamment décrit là, par Aude, par Francis, par Janie. La Côte-Nord est dans une dynamique qui ressemble à celle qui a été décrite, évidemment, là, comme région ressource. Elle accueille, puis ce n'est pas un phénomène nouveau, des travailleurs venus de l'extérieur, mais aussi des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur même du territoire et qui se rendent là, sur des chantiers ou dans des exploitations minières qui s'y trouvent. Je précise qu'au moment où le guide a été élaboré, on ne connaissait pas les données là, issues des travaux de cartographie du navettage qu'Aude a présenté tout à l'heure, voulant que 62% des travailleurs de la Côte-Nord, même dans le contexte du navettage, soient issus de la même région. Donc, ça m'amène à vous préciser une chose à propos de la dynamique du navettage sur la Côte-Nord qui a véritablement 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a à la fois des communautés qui sont des communautés d'accueil. De façon évidente, on peut nommer Shefferville, on peut nommer Fermont, qui sont peut-être les plus connus. Mais on a aussi des communautés sources. Donc, on a notamment deux MRC de la région, la Haute-Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, qui sont caractérisées par des industries saisonnières, notamment basées sur la pêche et le tourisme. Puis, il arrive là, que dans une perspective justement de basse saison, les travailleurs aient d'autres occupations professionnelles qui les amènent à partir d'une localité de la Côte-Nord vers d'autres localités de la Côte-Nord ou d'ailleurs, de sorte qu'on a aussi des communautés sources qui sont relativement nombreuses là, dans la région. Puis, il y a des communautés qui ont le double chapeau, là, qui sont à la fois des communautés qui accueillent des travailleurs venus d'ailleurs et qui sont des bassins de main-d'œuvre, un peu comme dans la dynamique là, que Francis a décrit pour ce qui est de l'Abitibi. La raison d'être du guide d'accompagnement qui a été élaboré, il y a une précision importante à faire d'entrée de jeu. Là, les acteurs que je vous ai nommés en introduction, les collaborateurs de la démarche, en viennent à un consensus majeur. C'est l'importance de travailler à changer la donne de manière durable en ce qui est trait au navettage. Thierry a dit en mot d'ouverture, bon, si tant est qu'on puisse cohabiter avec le navettage, c'est un peu ça finalement la ligne directrice de tous les travaux, c'est de dire, bien, oui, il faut vivre avec dans certaines circonstances. Ça peut être justifié ou inévitable à court terme ou pour des besoins de main-d'œuvre temporaires, mais à moyen, à long terme, ce qui est recherché ultimement, c'est de pouvoir véritablement tendre vers des modèles de développement puis d'occupation du territoire qui sont différents. Donc, le guide venait fournir une aide pratique à la décision et à l'action, mais avec comme point central l'importance de l'occupation et de la vitalité des territoires. Puis essentiellement, ça voulait aussi servir là, de base à un dialogue puis à la concertation des acteurs concernés, donc à l'échelle même du comité de pilotage qui a élaboré le guide, puis une démarche donc, ou une dynamique qui voulait se reproduire aussi dans la collectivité à plus large échelle par l'application des recommandations du guide. Donc, qui sont ces acteurs-là qui sont concernés ou les destinataires, finalement, pour lesquels les bonnes pratiques sont formulées? Bien, il y a les communautés d'accueil, les communautés sources, évidemment les entreprises, la société civile. Donc, par exemple, dans le cas de notre comité là, de pilotage, c'était représenté par un organisme communautaire, puis les autorités gouvernementales qui viennent, dans bien des situations, là, mettre un cadre à ce qui est possible de faire ou non, en ce qui est trait à l'aménagement du territoire, en ce qui est trait aux pratiques de travail qui sont possibles ou non. Donc, tous ces acteurs-là sont ni plus ni moins que des destinataires du guide. Donc, de quelle façon on s'y est pris pour élaborer le guide? C'est très schématisé, là, c'est voulu de simplifier la chose. On part, comme je l'évoquais tout à l'heure, de besoins décisionnels, donc le besoin de pouvoir guider les entreprises, les collectivités dans une prise de décision la plus éclairée possible en ce qui a trait là, à l'adaptation du phénomène du navettage aux réalités dans le but de diminuer le plus possible les impacts négatifs. Puis, étant donné tout le monde en a parlé avant moi, là, autant Aude, Francis que Janie. Il y a certains impacts positifs aussi qui émanent du navettage. Donc, l'idée étant aussi de pouvoir les reconnaître de façon lucide puis de pouvoir les maximiser lorsqu'il y a lieu là, ces impacts positifs-là. Donc, ça, c'est le besoin de départ. Et finalement, il y a deux processus conjoints là, qui se sont maillés. Donc, d'une part, la mobilisation de connaissances et la collaboration de parties prenantes du milieu pour mobiliser finalement 3 grands champs importants là, des données scientifiques, donc ceux issus de l'étude,
Puis, franchement, là, de façon presque systématique, les recommandations de l'étude ont été transformées en bonnes pratiques. Donc, c'est ce qu'Aude évoquait dans sa présentation. Les connaissances du contexte, donc je l'ai précisé d'entrée de jeu, c'est un guide qui est destiné aux collectivités de la Côte-Nord. Donc, c'est sûr que le contexte nord-côtier est venu teinter la façon dont les bonnes pratiques sont formulées. Puis, en raison justement de la participation de parties prenantes qui sont au cœur du phénomène, bien, il y a des savoirs tirés de l'expérience qui ont fini par nous permettre d'aboutir au guide. Les éléments clés du guide, donc je plonge dans le vif du sujet, a permis d'identifier 3 grandes conditions de succès. Les bonnes pratiques se déploient à travers 4 grands thèmes ou 4 champs d'intervention, si vous voulez. Puis, il y en a 32 de ces bonnes pratiques-là qui ont été identifiées. Je vais vous en offrir un survol à l'instant. Mais avant d'aller plus loin, je l'ai mentionné et je vais le répéter, étant donné que c'est le socle de toute l'affaire et que c'est tellement important. La première bonne pratique, toute catégorie confondue, elle n'est dans aucune dans aucun des thèmes, c'est d'abord éviter. Donc, la première recommandation que le guide formule, c'est d'évaluer puis mettre en œuvre toutes les alternatives qui sont possibles au navettage. Donc, à quelles conditions est-ce que ça est possible? Bien, d'abord, c'est en misant sur la concertation. Donc, si d'entrée de jeu, les élus, les acteurs du milieu local, les entreprises sont à la même table pour regarder justement de façon perspicace là, ce qui sont les impacts potentiels, mais les moyens peut-être de trouver des alternatives ou de maximiser les alternatives au navettage, c'est quelque chose qui est fondamental. Une autre dimension qui est importante puis que le groupe de travail a identifié comme une condition de succès au navettage ou à une cohabitation saine avec le navettage, c'est l'implication citoyenne. Donc, les populations locales, autant des communautés sources que des communautés de travail, c'est une dimension qui est importante pour venir justement permettre d'avoir des pratiques qui sont en phase avec les besoins et les préoccupations, puis la dynamique locale. Et finalement, la troisième condition de succès découle des 2 autres, là, assurer une adaptabilité des solutions pour s'assurer finalement que ça soit par défaut pas une pratique unilatérale qui arrive et qui est imposée, mais qui s'adapte véritablement de façon dynamique à son milieu. Puis j'ajouterais, selon les différentes phases du projet aussi. Donc, si on parle par exemple d'une exploitation minière, bien, il y a plusieurs phases là, qui vont avoir un impact différent sur les communautés, puis qui va venir avec des besoins différents en matière de navettage qui requièrent finalement de s'ajuster en continu là, quant aux solutions qui sont préconisées. Les 4 thèmes ou 4 grands champs d'intervention dont le guide traite font écho, là, puis j'ai l'impression, je passe la dernière, donc j'ai l'impression peut-être de recouper un peu ce qui a été dit précédemment, mais c'est calqué finalement sur les grandes catégories d'impact que les personnes qui ont parlé avant moi ont identifiées, à savoir, d'une part, les infrastructures et les services à la communauté, la recherche de retombées économiques durables pour les collectivités, le vivre ensemble, Francis en a parlé sous l'angle du tissu social, l'autre a parlé de cohésion sociale, c'est un autre mot pour dire la même chose. Et finalement, le bien-être des travailleurs et de leurs familles, Janie en a parlé abondamment, c'est une autre dimension qui est traitée par le guide. Donc, il y a 32 bonnes pratiques. Je vous les impose pas, les 32. J'ai fait une sélection courte, finalement, de certaines des bonnes pratiques là, qui étaient peut-être des piliers ou des pivots, finalement, dans l'ensemble du guide. Dans la sphère là, des infrastructures et des services à la communauté, l'une des bonnes pratiques qui est formulée, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur un portrait exhaustif de la communauté d'accueil et de partager de manière proactive l'analyse des impacts sur le milieu récepteur. Donc, plus on connaît ce que le projet est susceptible d'engendrer comme impact, mais plus on est capable de travailler en amont, à définir des solutions qui sont adaptées. Puis, comme je le disais, il y a une adaptation aussi qui doit suivre les différentes phases du projet. Ce qui est sous-jacent à cette bonne pratique-là, c'est évidemment d'être capable d'évaluer les externalités négatives du projet puis mettre au point des mécanismes de compensation. Ça peut nous amener aussi à amener un partage qui est équitable des coûts relatifs aux infrastructures et aux services en lien avec l'intensité de l'utilisation qui peut être occasionnée par le navettage. Puis, entre autres, ça peut amener aussi à prévenir ou à protéger la population locale par rapport aux fluctuations soudaines des coûts de logement ou d'accès aux biens et services.
Dans la sphère des retombées économiques durables, une des bonnes pratiques qui est formulée, une des recommandations finalement, c'est qu'à défaut de pouvoir combler tous les besoins de main-d'œuvre au sein de la communauté d'accueil immédiate, dans la mesure du possible, privilégier les communautés sources dites de proximité pour le navettage. Donc, il y a souvent des approches de développement régional qui sont pensées à l'échelle de la Côte-Nord. Donc, il y a plusieurs initiatives qui ont beaucoup plus de sens et qui font que le navettage peut être plus facile à gérer et à intégrer correctement ces stratégies-là d'occupation et de développement du territoire quand ils se déroulent à l'intérieur de la même région. Puis, ça contribue à certains impacts positifs qui ont été observés, comme le fait de pouvoir retenir des familles en région, puis de retenir aussi un certain nombre des retombées régionales. Dans la sphère du vivre ensemble ou de la cohésion sociale, bref, une des bonnes pratiques qui est recommandée, c'est la mise en place d'un code de bonne conduite pour l'ensemble des navetteurs et des travailleurs à l'intérieur de la communauté d'accueil. Donc, Janie, notamment, là, nous a fait part de certains problèmes sociaux qui peuvent être engendrés par l'affluence de travailleurs venus d'ailleurs et tout. C'est quelque chose qui est observé aussi sur la Côte-Nord, puis pour lequel, dans le fond, les entreprises en général ont elles-mêmes un code de conduite ou en tout cas ont des valeurs associées au respect qui sont très, très fortes et qui suffit d'une certaine façon d'étendre quant à la communication des comportements attendus à leurs travailleurs pour que le comportement en entreprise, le comportement dans la communauté, finalement, soit fidèle à un vivre ensemble qui a du sens, là, finalement. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je précise qu'en formulant cette bonne pratique-là, l'idée, ce n'était pas de stigmatiser les navetteurs, parce qu'évidemment, tous les navetteurs n'ont pas de mauvais comportement. Ce serait exagéré d'affirmer ça. Toutefois, il y a une précaution à prendre là, à l'égard de certains d'entre eux qui débarquent dans une communauté qui n'est pas la leur et qui, peut-être parfois, peuvent avoir besoin d'être conscientisés ou responsabilisés par rapport à leur comportement. Finalement, dans la sphère du bien-être des travailleurs et de leurs familles, je fais référence encore une fois à des éléments là, que Janie a mentionnés dans sa présentation en lien avec le stress que peuvent vivre les travailleurs ou les familles, puis la complexité du retour à la maison lorsque, par exemple, il y a un événement majeur ou un imprévu qui touche la famille. Donc, une des recommandations, c'est de préconiser des horaires et des conditions de travail qui sont les plus propices à la conciliation travail-famille. Notamment, il a été observé là, que les multiples de 7, par exemple, peuvent favoriser une meilleure planification de la vie familiale due à la régularité, finalement. Mais il y a une foule d'autres bonnes pratiques que je vous inviterai à découvrir dans le guide là, qui traitent notamment d'une promotion de saines habitudes de vie, par exemple, de soutien psychosocial qui peut être offert aux travailleurs et aux membres de leur famille, ainsi de suite. Donc, en conclusion, pour ce qui est de la diffusion du guide, ça a été mentionné par mes prédécesseurs, là, il y a des besoins additionnels en recherche et même des travaux de recherche qui sont menés en ce moment même pour approfondir la compréhension du phénomène. Donc, forcément, l'outil qui a été mis au jour n'est rien d'autre qu'un point de départ. Finalement, là, c'est un outil qui se veut évolutif. Donc, c'est un point de départ, dans notre cas, un changement de perspective et une prise en main de solutions alternatives durables. Il est clair que le souhait, c'est de pouvoir aussi servir de base de référence qui pourrait être transférable à d'autres communautés nordiques. Puis, c'est une invitation, un peu comme on le fait aujourd'hui, là, au partage d'expériences et à la collaboration des collectivités qui ont possiblement des défis similaires. Et pour faciliter la diffusion du guide, il a été mis en ligne. Donc, c'est vraiment un site web interactif, si vous voulez, ou en tout cas, à tout le moins très convivial, où on peut naviguer à travers les différentes bonnes pratiques que je vous invite à visiter là, à l'adresse navettageaéroporté.com. Merci, Caroline, pour cette présentation. Merci aussi de m'avoir rassuré qu'on réfléchit à d'autres alternatives que le navettage. Bien que des fois, on ne peut pas l'éviter, évidemment, là, mais c'est toujours bon de réfléchir à d'autres façons d'organiser le travail dans une région, parce qu'évidemment, le navettage, ça a un impact de drainage économique assez important, surtout quand, dépendant des régions, moins pour la BTB, mais plus pour la Côte-Nord. C'est ça. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Je pense qu'on a le temps pour une couple de questions, oui. Oui, OK. Je pense qu'il y en a une qui vient d'arriver. Bon, ouvrir. En attendant, j'ai une petite question, moi. Je veux savoir si les compagnies
offre du sport pour les travailleurs et les familles? Je peux peut-être un peu répondre. Je pense que c'est beaucoup des entreprises, mais c'est pour les travailleurs. Souvent, il y a des programmes justement un peu pour aider à la conciliation travail-famille. Mais comme ça dépend vraiment de l'entreprise minière. Souvent aussi, ceux qui sont à 100% fly-in, fly-out ont un mode de fonctionnement qui peut aider à la conciliation travail-famille, tandis que ceux aussi où il y a et des travailleurs résidents et des naveteurs, des fois, c'est une application des conciliations qui est différente pour tenir compte des deux modes de travail. Merci, Aude. Puis je rajouterais que ça peut aussi créer des tensions, comme on l'a vu à Fermont, là où on a une population établie avec des infrastructures sportives qui sont aussi utilisées par des navetteurs. Là, ça avait créé au départ, au moment de l'implantation des navetteurs à ArcelorMittal, là, ça a créé pas mal de tensions. Ça s'est réglé par la suite. Là, les navetteurs ont leurs propres installations sportives. Mais c'est intéressant, c'est que, par exemple, on le voit à Fermont, hein, les navetteurs sont installés en dehors du mur. Ils sont en avant du mur, ils ne sont pas dans le mur. Donc, ils ne font pas partie de la communauté, très clairement.